Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Chamois Ludique. Le Chamois Ludique est un bar à jeux situé à Niort dans les Deux-Sèvres. Si vous ne connaissez pas Niort ni les Deux-Sèvres, ce qui est fort probable, nous sommes au carrefour de La Rochelle à 50 minutes, de Poitiers à 50 minutes, de Nantes à 1h30 et de Bordeaux à 2h. Bref, on est sur le côté ouest de la France. N'hésitez pas à venir nous voir. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, nous allons aborder quelque chose de plus technique, de plus administratif, du coup de moins intéressant pour beaucoup de personnes. Si vous êtes encore en train d'écouter ces quelques mots, c'est que vous êtes intéressé par le contenu, vous avez dû lire le résumé du podcast, sinon voici les grandes lignes. En fait, je vais vous expliquer la genèse du projet, et l'actualité en cours, où c'est que j'en suis au niveau des démarches. Au niveau de la jeunesse, ça va être très large puisque je vais aborder mon parcours professionnel, puisqu'il s'agit d'une activité professionnelle, donc autant le lier avec mon CV, et mon parcours personnel, mon parcours ludique, puisque c'est une activité ludique. Le discours que je vais tenir avec vous dans cet épisode est le discours que j'ai tenu et que je tiens encore aux différents partenaires financiers, aux fournisseurs que j'ai rencontrés et aussi aux curieux qui m'ont demandé quelle était l'activité du bar ludique, en quoi ça consistait, pourquoi je me lançais dedans, et pour les investisseurs en quoi ils devraient investir dans cette activité. On va donc commencer par mon parcours professionnel qui démarre comme n'importe quel CV par mes études. Donc je suis diplômé d'un DUT en génie biologique, option industrie agroalimentaire et biologique. C'est un peu pompeux comme titre, comme tous les titres universitaires. C'est une formation, pour ceux qui ne savent pas, une formation courte qu'on pourrait associer à un BTS dans le cursus lycée, mais en fait c'est rattaché à l'université. Alors les grandes différences qu'on fait entre un BTS et un DUT, qui sont peut-être inexistantes, mais qu'on met comme ça en valeur dans les deux filiales. Le BTS va être plus technique et le DUT va être plus basé sur le savoir, sur le comment on pourrait dire sans être péjoratif pour le BTS ni trop valorisant pour le DUT. Sur le savoir, sur la réflexion en fait. Le poste de BTS est plus consacré dans ma branche à travailler en laboratoire comme technicien, alors que le poste de DUT est amené aussi à travailler comme technicien, mais est plus normalement dans de l'assistanat ingénieur. À la sortie de ce diplôme que j'ai passé à l'université de La Rochelle, je me suis retrouvé employé comme brasseur. Alors pas brasseur dans le sens travailler dans une brasserie restaurant, mais vraiment brasseur, c'est-à-dire à fabriquer de la bière. Petite anecdote, c'était aussi en plus sur un lieu particulier, c'était sur l'île de Ré. Après cette activité, je me suis retrouvé à travailler en restauration rapide. Alors c'était un boulot alimentaire, c'était au Quick plus particulièrement. Une expérience que je ne regrette pas du tout, puisque ça m'a forgé complètement, j'étais très jeune, je sortais des études, ça m'a forgé complètement, ça m'a appris à travailler en équipe, dans la rapidité, de respecter des normes d'hygiène, parce qu'il faut savoir que la restauration rapide est très cadrée avec beaucoup de protocoles. On pourrait très bien les dénigrer. Moi je vous dis que j'ai vu les envers du décor. Honnêtement, les produits sont ce qu'ils sont, forcément, mais après en termes d'hygiène, c'est normalement très très bien respecté, très très bien suivi. En tout cas, moi dans le restaurant où j'étais, c'était appliqué à la lettre, avec des protocoles, des fiches de suivi, plein de formalités à mettre en place, comme dans tout type de restaurant normalement. Mais voilà, sur la restauration rapide, ils sont encore plus surveillés, plus sous les feux du projecteur, et vu leur volume de passage de clients, ils peuvent pas se permettre une boulette. D'ailleurs, quand il y a une boulette, on voit bien les dégâts que ça fait en termes de communication, c'est horrible pour eux. Après quelques temps passés donc en restauration rapide, je ne me voyais pas faire carrière dans ce milieu-là, donc tout bêtement j'ai quitté l'entreprise, parce qu'il faut savoir que les grandes chaînes de restauration rapide offrent directement des CDI normalement. Donc c'est un confort entre guillemets, on est tout de suite en CDI, c'est un CDI, moi j'appelle ça des CDI un peu précaires,
c'est-à-dire qu'on est sur des volumes horaires très bas et des salaires très bas, mais c'est un CDI et ça compte dans la société actuelle, ce qui est un peu bizarre. Enfin bon, bref, ou du moins dans la société dans laquelle j'étais à un moment donné, donc c'était il y a une quinzaine d'années. En sortant de cette expérience, du coup, je me suis dirigé, j'ai rattrapé un peu le cœur de mon diplôme, c'est-à-dire que j'ai essayé de rentrer dans un laboratoire d'analyse environnementale, vétérinaire, alimentaire. Enfin, je vais vous expliquer un peu le gros du travail dans lequel je me suis retrouvé. Je vous passe les différents détails de mon CV concernant les petits contrats à droite à gauche, les contrats intérimaires, les petits contrats de remplacement sur des missions un peu de travail alimentaire, de travail à la chaîne. Des expériences pareil très intéressantes pour me rendre compte en fait de la difficulté de certains métiers, de la précarité de certains métiers et certaines personnes. Voilà, donc c'est faire face en fait quand on est diplômé, quand on sort de son diplôme universitaire, c'est faire face à la réalité et se dire qu'on a quand même de la chance entre guillemets d'avoir une plus-value au niveau de son diplôme et de pouvoir viser des métiers qui puissent être plus confortables en termes de train de vie et qui permettent d'évoluer. Ce qui m'a amené à maintenant en fait à pouvoir choisir ce que je veux faire. Mais avant d'en arriver à l'étape de création d'entreprise, donc du coup j'ai intégré un laboratoire d'analyse, on va dire environnementale au sens large, départementale. Donc j'ai travaillé d'abord sur La Rochelle, en qualité d'administratif. En fait je faisais de l'accueil client et de la saisie informatique de dossiers, ce qui m'a permis de voir tout le fonctionnement global du laboratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un laboratoire, quand on fait l'administratif, on a une vision globale des différents services, différents services techniques, ce que les services techniques n'ont pas en fait. Les services techniques sont bien spécialisés sur leurs analyses, ils sont très pointus, mais après au-delà de ça, en fait, ils vont pas regarder ce que fait l'administratif spécialement, ni regarder ce que vont faire les services à droite à gauche, ils se concentrent sur leurs tâches, ce qui est normal. L'administratif c'est un peu plus différent, enfin surtout dans la zone où j'étais, sur du renseignement de dossier et de l'enregistrement informatique, puisque on est censé savoir comment fonctionnent les différents services, savoir quels sont les délais en termes d'analyse, à qui s'adresser, à qui renvoyer la personne pour telle ou telle analyse. Bref, on a une vision globale, généraliste certes, mais globale du fonctionnement du laboratoire, ce qui m'a servi pour pouvoir rentrer progressivement dans le laboratoire et faire ma place. Voilà, donc j'ai intégré au début en CDD de remplacement, et puis progressivement, au fur et à mesure de l'histoire de l'entreprise, puisque l'entreprise a évolué. Au départ, donc j'étais dans le laboratoire départemental d'analyse de La Rochelle. Ensuite, la structure s'est agrandie et a fusionné avec d'autres départements. Donc, je me suis retrouvé dans un laboratoire qui regroupait le laboratoire de Charente-Maritime, de Deux-Sèvres et de la Vienne. Et puis ensuite, donc ça il y a eu quelques années de passé, puis ensuite ça a encore grossi, et pour finir par la structure qui est actuellement, donc ça s'appelle le laboratoire Calise, qui est le siège social à Chandenier, mais qui se trouve également donc du coup à Poitiers, à La Rochelle, à Tulle et à Chandenier tout simplement. Donc pour finir avec cette expérience-là, j'y suis resté en gros depuis mon entrée à La Rochelle et ma sortie à Chandenier, puisque j'ai muté aussi à l'intérieur de l'entreprise, muté en termes de localisation et puis en termes de fonction au sein de l'entreprise. J'y suis resté 10 ans. Donc à peu près 3 années en administratif et 7 années en technique sur le terrain, dans le service prélèvement, ce qu'on appelle, donc c'est du prélèvement sur le terrain de manière générale, donc en milieu naturel, et puis chez les clients aussi en termes d'hygiène alimentaire, et puis il m'arrivait aussi de faire un petit peu d'hygiène hospitalière, ce qui m'arrive à ma défense entre guillemets argumentaire face à la situation de crise de la Covid actuelle.
parce que je peux vous dire que présenter un dossier de création d'entreprise dans le secteur du bar et de la restauration, en ce moment, c'est un petit peu compliqué à argumenter, à défendre, et mon CV m'a servi vraiment à mettre en valeur mes compétences pour rassurer les investisseurs sur le futur. Je crois que j'ai à peu près bouclé mon parcours professionnel puisque, bon alors là, je ne l'ai pas précisé, mais actuellement je suis ce qu'on appelle demandeur d'emploi en création d'entreprise. C'est un statut que je vais bénéficier aussi en même temps que mon entreprise va fonctionner, c'est-à-dire que je vais demander, pour être totalement transparent avec vous, et puis surtout pour les curieux qui veulent créer leur entreprise, il faut savoir que ça existe. En fait, c'est une aide de l'État, de Pôle emploi. Vous avez le choix de conserver vos droits. Alors soit vous avez le choix de maintenir vos droits donc jusqu'à la totalité, ou de vous arrêter avant, ça dépendra, mais vous pouvez maintenir vos droits. Soit vous avez la possibilité de débloquer des fonds qui correspondent à la valeur de vos droits pour créer votre entreprise. Moi, c'est pas ce que j'ai choisi. J'ai choisi de maintenir un semblant de salaire donc, pendant mon activité. On va donc aborder maintenant la deuxième partie, donc mon parcours ludique. Donc là forcément ça va être un peu plus personnel, on va remonter un peu plus loin dans le temps, donc dans mon enfance, et je vais essayer de faire comme ça un petit aperçu historique des différents jeux que j'ai croisés et des différentes périodes qui ont influé sur mon parcours ludique. En réfléchissant à ce paragraphe-là, je me suis dit de quoi je vais bien pouvoir parler. Et au final, il s'avère que... Enfin, de quoi je vais bien pouvoir parler dans mon enfance. Et au final, il s'avère que, mine de rien, je pense que je suis issu d'une famille de joueurs, enfin du moins au niveau de mes grands-parents et plus particulièrement de ma mère qui m'a beaucoup fait jouer quand j'étais petit et qui m'a beaucoup encouragé, je pense, et fait des activités avec elle autour de jeux. Donc vous comprendrez que mon partenaire principal ça a été du coup ma mère. Il y a eu aussi un peu mon frère de temps en temps, et puis après ponctuellement, plus au fur et à mesure de mon enfance, au niveau de l'adolescence, en fait il y a mes grands-parents qui se sont greffés avec d'autres choses ludiques. Alors j'ai pas de date précise de tronçon d'année vraiment précise, mes premiers souvenirs qui viennent comme ça, ça a été le jeu du cochon qui rit. Alors je sais pas si certains connaissent, mais c'est un jeu de dés en fait, et en fonction des valeurs en fait, on construit un cochon et le but c'est de le construire entièrement en ajoutant ses pattes, sa truffe, ses yeux, enfin, etc. Je pense que pas mal de monde le connaît. Couplé à ça, il y a eu alors je sais plus exactement le terme, le nom exact, je crois que c'est le jeu des trois petits cochons ou des osselets de cochon, enfin je sais plus exactement. En fait c'était un peu sur une mécanique de dés, et en fonction, donc c'était des petits cochons qu'on lançait de la taille de dés, et en fonction de leur position sur le tapis, en fait on faisait des points, et il y avait certaines positions à valider. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, que j'ai pas regardé, mais j'en ai des petits souvenirs comme ça. À ça on peut rajouter les petits chevaux, les grands jeux classiques en fait qui sont issus des boîtes de jeux multijoueurs, enfin pas multijoueurs, multijeux. Donc on va avoir le jeu de loi, les dames, les petits chevaux. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir aussi à l'intérieur? Je me suis retrouvé à jouer, je crois qu'il y avait le nain jaune, ça devait être une boîte à part. Donc j'ai joué au nain jaune, donc tout ça quand j'étais tout petit, au Milborn, et puis après en grandissant un petit peu on est passé sur les jeux classiques, donc le Monopoly, la Bonne Paye, la bataille navale. J'ai des très bons souvenirs du 10 de chute, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit jeu d'affrontement à deux. Il faut faire glisser progressivement des pièces en bas dans un plateau. C'est très visuel comme jeu, mais c'est très sympa. Ça, j'aimerais vraiment y rejouer. Donc le 10 de chute. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la bataille navale.
Il y a eu également l'intégration des jeux de cartes aussi à un moment donné, donc j'ai fait pas mal de batailles avec différentes variantes, la bataille, si je me souviens bien, la bataille ouverte et la bataille, surtout la bataille payante. En fait le gagnant à chaque fois de l'affrontement donnait une carte à l'adversaire, ce qui permet de rendre plus rapide le jeu. À ça, on peut rajouter le puissance 4 aussi, qui c'est un grand classique de jeu d'affrontement. Le Yahtzee, bien évidemment. Je crois que c'était une des bases de jeu avec ma mère. J'ai pu enchaîner un nombre incalculable de Yahtzee. Et c'est peut-être pour ça que j'ai une grosse, pas préférence, mais une grosse affinité avec les jeux de dés actuellement, les roll and write. C'est quelque chose qui me parle. Assez tôt aussi, vu que ma mère et ma grand-mère du côté de mon père étaient passionnées par le Scrabble, assez tôt je me suis retrouvé à faire des parties de Scrabble, bien sûr guidé par ma mère et puis avec l'utilisation d'un dictionnaire. Mais les premières parties de Scrabble, je crois que j'ai dû commencer en dessous de 10 ans, je pense, vers 9-10 ans. Et c'est quelque chose qui reste dans l'histoire de la famille aussi. Il y a un autre jeu qui reste aussi dans l'histoire de la famille que je vais aborder un peu plus tard là, dans le podcast. Mais le Scrabble, encore maintenant, ma mère fait, je pense, au minimum une partie quotidienne avec ma tante, si c'est pas plus, et même avec mon frère de temps en temps, parce que maintenant, vu que le jeu en ligne c'est répandu assez facilement, surtout il y a Facebook, c'est très facile de trouver un joueur pour pouvoir jouer rapidement une partie de Scrabble. J'en oublie certainement pas mal, parce que je pense que j'ai fait vraiment beaucoup de jeux, donc ça c'était, je pense que ça correspond à une période, donc sur mes premiers souvenirs, donc 5-6 ans jusqu'à on va dire 9-10 ans, voilà, c'est sur les jeux lesquels j'ai tourné le plus. Dans la famille, dans vraiment le cercle familial très restreint, c'est-à-dire mes parents et mon frère, et un petit peu les grands-parents du côté de ma mère. Ensuite est arrivée la notion de tactique de jeu de cartes avec le tarot. Alors le tarot, c'est un très gros dossier familial du côté des grands-parents de mon père ce coup-ci. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai la chance d'avoir en fait une famille de joueurs en fait, puisque d'un côté j'avais des jeux très familiaux, très jeux de société du côté des grands-parents des parents de ma mère, et de l'autre côté des jeux plus, on va dire, jeux de cartes, jeux cérébral avec tactique, avec des contrats à réaliser du côté de mes grands-parents, donc les parents de mon père. On jouait beaucoup au tarot. Alors je vais vous expliquer un peu le mode de fonctionnement du tarot, parce que c'est très cadré du côté de mon père. Faut savoir que mes grands-parents aussi étaient gros joueurs de bridge. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais voilà, ils avaient aussi une notion de joueur de bridge. Alors pour pouvoir intégrer les tables de jeu familiales de tarot, il fallait déjà arriver à un certain âge. C'est-à-dire que moi j'ai eu le droit de pouvoir commencer à m'y intéresser. Je pense que je devais avoir 10-11 ans. Ça s'est fait une initiation en fait principalement avec mon grand-père qui me prenait sur ses genoux pour que je regarde. Tout simplement, en fait, je regardais les mains, je regardais comment ça se passait, le dialecte, enfin tout le langage verbal, les règles, tout ce qui est en place autour du tarot. Donc j'ai eu une grosse phase d'imprégnation comme ça par contact en regardant. Et puis progressivement mon grand-père m'a intégré en fait dans son jeu, déjà en faisant le calcul de points. Voilà, j'étais responsable avec lui des points, donc c'est moi qui comptais
qui faisait les additions hein, et qui comptait le scoring. Et puis progressivement, c'est moi qui me suis mis en autonomie complète à compter à côté, tout en ne jouant pas, à compter les points, à savoir comment associer les cartes pour compter les points, voir comment les contrats étaient passés, les primes, etc. Et puis après, j'avais le droit de regarder sa main et de lui indiquer quelle carte jouer, donc il validait ou pas en fonction de la pertinence. Et puis progressivement, voilà, une fois que j'avais assimilé tout ça, tout le système de points, de comptage que je l'avais conseillé, qui m'avait validé et tout ça, eh bien j'ai réussi à intégrer la table de jeu. Donc là on arrive vers, je pense que je devais avoir mes premiers jeux de tarot vraiment, je devais avoir dans les 14 ans, 14-15 ans, pas moins, pas plus. Donc attention, c'est sous condition, en plus c'était du tarot à 5 que j'intégrais, je pouvais pas encore intégrer du 4. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, c'était très normé, parce que je regrette pas, hein, j'ai des très bons souvenirs au tarot, même encore maintenant, je crois que pour moi c'est le jeu de pli que j'adore. Voilà, le tarot pour moi ça reste une référence. D'ailleurs, je connais pas trop la belote, j'ai jamais trop joué à la belote. Le bridge, alors là c'est même pas la peine. Donc voilà, pour moi la référence ça reste le tarot. À côté du tarot aussi en parallèle, mon grand-père m'a aussi initié très brièvement en fait, parce qu'il se trouvait qu'ils avaient un jeu d'échecs à disposition, alors déjà un jeu d'échecs portable dans leur maison de vacances, et puis après un jeu d'échecs on va dire un peu plus travaillé, décoratif dans leur maison principale. Il m'a initié progressivement en fait au jeu d'échecs. Alors j'en ai fait quelques parties, il m'a expliqué les bases, les déplacements, comment gagner, comment perdre, échecs et maths, etc. En fait je connais toutes les règles des jeux d'échecs, par contre j'ai clairement pas assez d'expérience dans le jeu d'échecs pour arriver à progresser, parce que c'est un jeu avec une courbe d'apprentissage énorme. Il faut lui consacrer, je pense, enfin comme la plupart des jeux un peu, on va dire, cérébraux, hein. Il faut, même sur les jeux de société, les jeux de plateau, les jeux où il faut réfléchir, en fait il y a des courbes d'apprentissage monstrueuses, où il faut prendre le temps de parcourir le jeu, de rejouer, d'enchaîner les parties. Et le jeu d'échecs, c'est pas un truc qui m'attire vraiment beaucoup au point d'y revenir sans arrêt, parce que j'aurais l'impression d'investir trop de temps dans un seul jeu, et moi je préfère pas m'éparpiller mais avoir une plus grande diversité de jeux et pas passer à côté d'autres expériences ludiques. Parallèlement à ça, donc on attaque l'adolescence. Je traînais pas mal avec mon cousin, et donc vers 15-16 ans, j'ai une petite initiation à Magic qui m'a laissé froid en fait, je sais pas accroché spécialement. Faut dire qu'en fait, je pense que c'est le cas pour pas mal de monde. Vers les 15-16 ans en fait, j'ai été happé par les jeux vidéo. Voilà, tout simplement, j'ai eu une PS1, alors ça s'appelait pas une PS1 à l'époque, c'était la PlayStation. Voilà, j'ai commencé donc à 15-16 ans les jeux vidéo pour aller jusqu'à très loin, très loin. Jusqu'à presque la trentaine, je crois. J'ai continué de jouer jusqu'à la trentaine. Bon, bien sûr, parallèlement à ça, il y avait toujours les sessions de jeu de tarot. Donc ça a jamais quitté en fait, ça, le tarot, c'est resté très longtemps. Jusqu'à la mort de mes grands-parents, en fait, parce que c'était les grands-parents qui étaient initiateurs de tous les jeux de tarot, enfin toutes les tables de tarot. Après on joue un peu de temps en temps quand on voit la famille, les oncles et tantes, mais ça restait vraiment une volonté des grands-parents de jouer au tarot, donc ça reste un souvenir de grands-parents, voilà, comme ça, de grands joueurs de tarot et de grandes tables de tarot. Je me souviens qu'il y avait des espèces de tournantes, enfin on était tellement nombreux à jouer que voilà, il y avait des tables qui s'organisaient, des tournois, enfin voilà, en famille. Donc on arrive à peu près à la trentaine. Je suis installé professionnellement, personnellement, voilà, je suis en couple, propriétaire, établi, voilà, toute la vie est établie, et établie en Deux-Sèvres, voilà. Donc j'entends parler d'un truc qui se passe à Parthenay,
Et puis un été, on se dit avec ma compagne, bah viens, on va voir ce que c'est. Ouais, j'ai entendu parler, je sais pas trop ce que c'est. Ils appellent ça le flip. On va jeter un œil. Et voilà, malheur, gros malheur. Donc on est arrivé au flip et là c'était dingue. Je vous le conseille. Enfin, donc le festival ludique international de Parthenay, donc qui se situe en gros 15-20 minutes de chez moi. Ce qui est un luxe, hein, c'est vraiment super. Pour moi, c'est un festival incroyable. Je pense pas qu'il y en ait deux comme ça dans le monde. Honnêtement, c'est un festival qui est installé dans les rues, dans les boutiques. Il y a tout le centre-ville vit du jeu. On n'est pas attaché au Palais des Congrès ou à l'intérieur d'un local. Voilà. Toute la ville entière vit pendant 10 jours de l'activité ludique. Donc là c'est assez frais comme souvenir, donc je peux vous parler du premier jeu en fait qui m'a remis dans le jeu de société moderne. C'est un jeu d'Antoine Boza avec des pandas, c'est Takenoko. En fait quand on est arrivé sur la place, on a vu un Takenoko géant, donc forcément ça a énormément de gueule, parce que c'est du matériel très coloré, très choupi, c'est très mignon, très kawaii, et du coup on a accroché direct, on s'est dit c'est trop marrant comme jeu, c'est trop bien et tout, on va essayer de se le procurer, tellement qu'on avait aimé en fait, on s'est dit on va l'acheter en version géante quoi. Bon, la version géante c'est pas donné, je sais même plus si en existe encore à la vente. Enfin bon bref, on s'est procuré le jeu de plateau et puis après ça a été l'escalade progressivement. Donc chaque année, j'attendais quand même le flip pour acheter des jeux. Donc pendant 3 années, 4 années ça a fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'attendais d'aller au flip pour faire le plein, on en achetait 5, 6 voilà, pour avoir du jeu pour l'année. Et puis là, ça fait 2 ans que c'est fini. Enfin, j'en achète. Maintenant, c'est un budget mensuel. J'en ai acheté. J'en achète 5-6 par mois. Et puis la collection a grandi pour dépasser facilement les 200 à l'heure actuelle. On en arrive donc maintenant à la 3e partie, la genèse du bar en fait. Pourquoi en arriver là? Donc, vous l'aurez compris, de toute façon, ça part d'une passion, et puis ça part aussi d'une volonté de changement professionnel, d'évolution, et quand on arrive proche de la quarantaine, je pense que c'est le cas pour pas mal de monde, on fait le bilan sur ce qu'on a fait, sur ce qui nous reste à faire. Est-ce que la situation convient? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai raisonné. Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je suis confortable? Est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je peux faire un compromis pour être mieux dans ma tête? Peut-être en chier un peu plus, mais être mieux, plus cool dans la vie. Enfin, avoir un état d'esprit plus libéré, moins stressé, voilà. Et puis au final, le choix d'entreprendre s'est fait tout simplement. J'ai quand même conservé mon boulot pendant tout mon processus de réflexion sur ma reconversion, avec comment on crée une entreprise et comment surtout on crée un bar à jeux. À vrai dire, au départ, je cherchais à récupérer le secteur ludique, donc je tournais autour des métiers de l'activité ludique. Et tout simplement, au début, m'est venue l'idée de créer une boutique de jeux. Donc, si Marc m'entend, de Ludijeux à Parthenay, en fait, au début, tout début de mes réflexions, je voulais mettre en place une boutique de jeux sur Parthenay qui n'existait pas en fait avant, ce qui est bizarre. Mais Parthenay n'avait pas de... en tout cas, au moment où j'ai connu Parthenay, il n'y avait pas de boutique en place. Et puis, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là, Marc avait déjà, je pense, réfléchi à ce projet-là 6 mois, 1 an avant, et du coup il y a eu ça comme de création d'entreprise à ce moment-là. Donc ce qui m'a fait bifurquer sur une autre réflexion, sur quoi je peux encore aller dans le métier du jeu. Alors il y avait l'animation d'une part, et puis je me suis tourné aussi vers le bar à jeu.
Alors l'animation c'est très intéressant, c'est des secteurs de métier qui évoluent progressivement, qui se professionnalisent, mine de rien, puisque avant c'était inconcevable pour un animateur d'arriver à en vivre, hein. C'est encore difficile je pense de pouvoir en vivre pleinement, mais c'est quand même quelque chose de cherché notamment par les éditeurs, mais aussi par les ludothèques et puis par les boîtes d'événementiel, parce qu'en fait on peut faire des prestations pour extérieurs en tant qu'animateur. Maintenant ça se fait de plus en plus facilement. Enfin, bon, je vais pas dire non plus que les métiers d'animateur roulent sur l'or, hein. De toute façon, je suis pas le mieux pour en parler, mais moi, du regard que j'en ai et des renseignements que j'ai pris à droite à gauche, voilà, c'est un métier qui se professionnalise depuis quelques temps. Je pense qu'il n'est pas encore ancré, qui va le devenir progressivement. Ce qui s'est mis en place par exemple pour le barrageux. Le barrageux a un petit temps d'avance là-dessus sur l'activité d'animateur. Et je pense que quand le barrageux sera bien mis en place, et ben le métier d'animateur suivra tout simplement, puisque c'est des métiers qui se confrontent tous les deux et qui sont amenés à travailler ensemble. On va aborder maintenant une quatrième partie, c'est la mise en place du projet. Donc comme je l'ai dit pendant quelques temps, donc pendant je pense une bonne année et demie, c'est un projet que j'ai réfléchi en même temps que mon activité professionnelle au sein du laboratoire environnemental Calise. Et progressivement j'ai préparé ma sortie avec l'entreprise qui m'a bien aidé honnêtement. Pour mettre en place ma création d'entreprise. J'ai dû bien évidemment me faire aider administrativement avec une conseillère de la CCI, donc de la Chambre de commerce et d'industrie. Je vous engage à rechercher auprès de chez vous, quand vous voulez créer une entreprise, la CCI ou d'autres organismes qui permettent d'avoir des renseignements facilement sur la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, puisque ça aide vraiment à structurer ses pensées et à établir un dossier de présentation pour tous les partenaires financiers, fournisseurs, investisseurs, aides, subventions, jurys, etc. Puisque pour pouvoir présenter votre création d'entreprise, il faut que votre dossier soit hyper carré, c'est presque normé, en fait il faut faire un budget provisionnel avec une étude de marché, il faut que votre entreprise effectivement tourne déjà pour pouvoir la présenter aux banques et aux organismes d'aide, enfin aux jurys de subventions ou de garantie bancaire par exemple. Il faut pouvoir montrer. Alors bien sûr on est sur de l'estimation, puisque il faut prévoir un budget prévisionnel sur 3 ans. On est sur quelque chose de très... J'avais beaucoup de mal avec ça, hein, de préparer ça. Mais en fait les cabinets comptables ont l'habitude, alors de façon un peu trop à bonifier les dossiers. La CCI là-dessus d'ailleurs est très bien. Elle permet de minorer un peu la joie que peut avoir le cabinet comptable dans le prévisionnel, c'est-à-dire de faire en sorte que tout roule, qu'on soit en capacité maximum d'accueil tous les jours, que voilà. Non, malheureusement, voilà, ça se passe pas comme ça. Et j'ai pu me rapprocher de l'association du réseau des cafés ludiques là-dessus, qui m'a permis d'avoir pas mal de chiffres. Donc ça, je vous encourage, si vous voulez créer votre café ludique, rapprochez-vous de cette association-là, puisqu'elle va vous permettre déjà, de par son forum, d'avoir de l'aide pour poser vos questions, mais vous allez pouvoir surtout rechercher dans le forum toutes les questions qui ont été posées, tous les documents mis à disposition pour avoir des supports pour travailler sur votre dossier, travailler sur votre réflexion et peser dans la balance. Parce qu'en fait, plus vous allez être préparé, de toute façon je pense que c'est pareil pour la création d'entreprise de manière générale, plus vous allez être préparé, plus vous allez avoir de l'argumentaire, plus votre dossier va être défendable, mieux ça va se passer devant les gens, devant les banques, devant les différents jurys, et plus ils auront déjà confiance en vous. Depuis quelques minutes, j'ai l'impression de faire une offre de coaching sur Facebook, là c'est scandaleux.
Donc je vais changer de ton et puis essayer d'être un peu moins généraliste et de revenir sur mon cas particulier. Donc tout ce que j'ai dit auparavant, bon bien sûr je pense que ça s'applique généralement, mais c'est pas non plus la voie à suivre essentiellement. Voilà. Moi je vous parle de mon cas, de ma vision de pensée, voilà c'est comme ça. Après si vous voulez vous pouvez toujours me contacter pour faire du coaching sur Facebook. On va aborder maintenant une cinquième partie qui sera basée sur les actualités en cours du chamois ludique et sur ce que je fais de mon temps libre entre guillemets. Enfin ça fait plus de 2 mois et ça va faire 3 mois fin décembre que je suis sans emploi et que je travaille sur mon dossier. Donc j'ai passé 1 mois à faire de la présentation en banque quand j'ai quitté mon travail et après avec le confinement plus les délais etc ça a rajouté des choses et là ça fait maintenant 2-3 semaines que je travaille sur la mise en place de l'entreprise. Donc, je vais juste vous parler de la prochaine étape. Donc les actualités ça va être ça à chaque fois. En fait je vais aborder la prochaine étape pour la structure, enfin pour le chamois ludique. La prochaine étape c'est tout simplement la création de l'entreprise au registre de commerce. Donc c'est le cabinet comptable qui s'en occupe. De monter tout le dossier, donc je fournis tout un tas de pièces administratives qui vont compléter mon dossier pour préparer en fait une signature à la banque et aussi au niveau de l'agence immobilière pour récupérer le local, donc ça sera une location pour début janvier, donc pour le 2 janvier. Voilà, donc vous le savez maintenant officiellement, l'entreprise va être créée dès le 2 janvier normalement, s'il n'y a pas de problème de délai, etc. Et j'aurai pris un engagement auprès de la banque, parce qu'ils m'ont déjà fait une proposition, auprès de la banque en signant les papiers, auprès de mes différents autres partenaires financiers, puisque je fais appel aussi à des organismes, ce qu'on appelle des prêts d'honneur, donc j'ai récupéré tout un tas d'argent qui est sur ma tête en fait. Et puis auprès aussi d'une garantie bancaire qui va jouer le rôle de garantie auprès du prêt bancaire tout simplement. Donc dès le 2 janvier, je vais signer des engagements auprès de tout ça et auprès de l'agence immobilière pour commencer à préparer les travaux. Les travaux, je pense, vont mettre un peu de temps, enfin surtout le démarrage, puisqu'il va falloir que je mette en place toutes mes commandes auprès des fournisseurs, puisqu'il y a une grosse partie des travaux que je vais réaliser moi-même. Puis je vais faire intervenir aussi des artisans, donc il va falloir que je coordonne tout ça. Et le temps en fait, entre les délais de passer les commandes, de les recevoir, la venue des artisans et tout ça, je pense que dès le 2 janvier je serai pas en train de faire des travaux. Je pense que ça va mettre au moins une semaine ou deux pour commencer à attaquer vraiment les travaux et à être dedans. Et puis vous verrez bien quelle ouverture je vise. Mais au cours des travaux, et bien évidemment il y aura encore de la communication. Je vais continuer le système de podcast, je vais continuer le système d'articles sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et vu que c'est synchronisé à Instagram, j'espère pouvoir récupérer mon compte Twitter, parce qu'en fait je me suis fait bannir, je l'ai créé très tôt, et vu qu'il n'y avait pas d'activité dessus, je pense qu'il a dû le compter en spam, enfin je sais pas ce qui s'est passé, j'arrête pas de faire des demandes pour le récupérer et je suis toujours banni, donc le pseudo est inutilisable, mais le compte non plus, je peux m'y connecter mais je peux avoir aucune activité dessus. Bon bref, je vous passe les détails, ça m'ennuie très fort. Donc la prochaine fois qu'on se verra, ça sera sur un autre sujet, ça sera sur un sujet ludique je pense, ça sera certainement la semaine prochaine puisque j'essaye de faire un podcast hebdomadaire. Et on changera complètement de thème, ça sera plus intéressant je pense pour un plus grand nombre de personnes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, au revoir. Le chamois ludique est présent sur internet avec son site officiel, lechamoisludique.fun avec un K, et sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook avec chamois ludique avec un K également. Abonnez-vous.